Un camping-car isolé, deux amis terrorisés, un homme inquiétant tapi dans les ténèbres. La recette d'une nuit d'horreur dont elles ne ressortiront jamais indemnes. Ok, ça met l'eau à la bouche, et je vais vous raconter l'histoire d'Emma et de Nami. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur Emma qui partage cette histoire. Elle a 27 ans et c'est une jeune femme à la vie bien rangée. Elle travaille comme comptable dans une banque depuis son diplôme. Elle vit dans un petit appartement confortable et mène une existence paisible. Le truc, c'est que son petit quotidien a été bouleversé un soir d'hiver, alors qu'elle rentrait chez elle du travail, et ça 2 ans avant l'histoire qui va venir après. Un gars a perdu le contrôle de son véhicule et elle a eu un accident de voiture, soudain et violent. Ça a clairement bouleversé sa vie. Elle s'en est sortie physiquement avec assez peu de séquelles, mais c'est surtout le choc psychologique qui fut le plus dur à encaisser. Emma se sentait perdue, vide. Son travail ne lui procurait plus aucune satisfaction. Ses amis semblaient ne pas comprendre son mal-être et son appartement lui rappelait douloureusement sa solitude. Un jour, elle a croisé Nami, une ancienne camarade de lycée, lors d'une soirée chez des amis communs. Nami, toujours aussi pétillante et aventurière, lui a parlé de ses voyages à travers le monde, de ses rencontres enrichissantes et de ses expériences inoubliables. Et elle lui a fait part qu'elle cherchait un logement dans le coin. Emma a réfléchi un tout petit peu et lui a proposé de devenir colocataire. Ça lui fera de la compagnie et Nami était vraiment une bonne amie avant, donc il n'y a pas de raison pour que ça change maintenant. L'emménagement de Nami s'est fait peu de temps après. Et effectivement, elles s'entendent très bien. Ça se passe nickel et même mieux que Emma l'aurait imaginé. Elle se disait ouais tel point sera chiant et tout. Et non, il y a rien. En fait c'est parfait. Il y a un truc qui revient souvent dans leurs discussions, c'est le voyage, l'aventure. Enfin, c'est surtout Nami qui en parle car Emma, elle ne sortait pas des sentiers battus. Elle fait sa petite vie de tout ce qu'il y a de plus tranquille. En écoutant Nami parler tout le temps, Emma ressentit une vague d'envie et d'excitation. Elle aussi a envie de s'aventurer un petit peu. Elle demande à Nami si elles ne peuvent pas s'organiser un petit voyage ou quoi. Nami ne blague pas, elle lui propose directement une excursion dans la forêt amazonienne. Nami, elle lui dit ouais mais non. T'as pas un truc un peu moins énervé qui pourrait me correspondre un petit peu plus ? Sur le coup, Nami n'a pas, mais elles prennent un ordinateur portable et font des petites recherches. C'est ainsi que l'idée d'un road trip en camping-car avec Nami a pris forme. Un voyage loin de tout, à la découverte de nouveaux horizons, pour se retrouver et se reconstruire. Mais en étant quand même à l'abri et avec un peu de confort pour Emma. Bah oui, c'est sa première expérience, comme ça on peut la comprendre. Le voyage commence à s'organiser un peu entre les deux filles et c'est ce qui aide Emma à tenir, car à ce moment-là dans sa vie c'est pas ouf. Elle trouve ça monotone et ça lui donne aucun plaisir. Alors avoir ce petit espoir, c'est ça qui lui aide à finir ses journées de boulot. Et ce voyage, il a aussi un autre but, redonner confiance à Emma. Puisque oui, depuis l'accident de voiture, elle n'a plus jamais conduit de véhicule. Alors elle se dit que peut-être avec Nami à ses côtés, elle pourra vaincre sa peur et prendre le volant. Même si Nami restera la navigatrice principale pour ce périple à travers Grand Line, les États-Unis, pardon. Elle sait que ça va pas être facile, mais elle a envie d'essayer. En plus de ça, ça va pouvoir consolider leur amitié qui refleurit de jour en jour. Les préparatifs se passent très bien, il leur faut penser à pas mal de trucs et Nami n'hésite pas à déléguer certaines choses à Emma pour qu'elle participe à mort au projet et ça lui fait trop plaisir. Ça y est, le jour J arrive, au préalable les deux filles ont posé des vacances et tout bien sûr. Enfin, surtout pour Emma puisque Nami, de ce que j'ai compris, elle travaille un peu quand elle veut. Leur camping-car est bien équipé, elles quittent alors San Francisco en direction de leur nouvelle aventure. Leur première étape, c'est le magnifique parc national de Yosemite. Elles passent plusieurs jours à explorer les sentiers de randonnée, à admirer les chutes d'eau spectaculaires et à camper sous les étoiles, en grimpant jusqu'à Glacier Point pour une vue impressionnable sur la vallée de Yosemite. Après avoir quitté Yosemite, elles prennent la route vers Las Vegas. Elles passent 2 nuits dans cette ville illuminée, profitant des spectacles, des casinos et des restaurants. Emma gagne même quelques dollars au blackjack, ajoutant une petite touche de chance à leur voyage. Bon, elle le dit elle-même, c'est la chance du débutant. De Las Vegas, elle se dirige vers le Grand Canyon. Elle passe 2 jours à explorer les sentiers et à prendre des photos du paysage époustouflant. Elles font une randonnée le long du South Kaibab Trail, où la vue sur le canyon est à couper le souffle. Sur la route, elle décide de suivre un tronçon de la légendaire route 66. Elle s'arrête dans des petites villes, visite des boutiques de souvenirs et goûte aux spécialités locales dans des diners rétro. Leur prochain arrêt est Santa Fe, une ville connue pour son architecture et son riche héritage culturel. Elle visite des galeries d'art, explore les marchés locaux et déguste des plats épicés du sud-ouest.
Donc jusque-là, ça va pour Emma. C'est le genre de voyage qu'elle attendait. Tout confort, plutôt cool, pas trop loin de la civilisation. Nami, elle a fait des expéditions dans la jungle, des trucs comme ça, c'est déjà un niveau plus expérimenté. Après des semaines d'aventure et de découvertes, Emma et Nami prennent la route vers l'Utah pour explorer les parcs nationaux de Zion et Bryce Canyon. Cependant, en traversant une région isolée, leur camping-car tombe en panne au milieu de nulle part. Le soleil commence à se coucher et la nuit s'annonce longue. Lassées de leur long trajet, elles étaient clairement impatientes de se reposer dans leur véhicule aménagé. Le silence est profond, troublée uniquement par le chant des grillons et le bruissement des feuilles dans les arbres. Elle s'installe confortablement à l'intérieur, bercée par la douce lumière tamisée des lampes intérieures. Mais alors qu'elle s'apprête à s'endormir, un bruit sourd les fait sursauter. Le moteur du camping-car vient de rendre l'âme. Plongée dans le noir complet, elle tente de redémarrer le véhicule, mais rien n'y fait. Elles ne savent pas quoi faire, alors elles décident de rester à l'intérieur du camping-car et d'attendre le lever du jour pour demander de l'aide. La nuit s'annonce longue et pesante. Elles sont allongées tranquillement, en train de se reposer, avec l'air frais du soir qui vient les rafraîchir, quand petit à petit, elles peuvent entendre comme des bruits de pas. Non, pas comme des bruits de pas, ce sont des bruits de pas qui viennent dans leur direction. Soudain, une notification sur le téléphone de Emma l'a tirée de ses pensées. Elle qui se demandait qui pouvait être la personne qui se rapprochait du camping-car, un airdrop vient d'être reçu. Intriguée, elle l'ouvre et son sang se fige. La photo montre leur camping-car, pris depuis l'extérieur, dans le noir complet. Emma se rapproche de Nami avec un doigt sur la bouche. Un frisson glacial leur parcourt le dos. Qui peut avoir pris cette photo ? Et surtout, pourquoi? Elle se regarde, les yeux hagards, un sentiment de terreur grandissant en elle. De nouveaux airdrops arrivent, chacun montrant une nouvelle image du camping-car, toujours pris de l'extérieur, toujours dans le noir. La peur les tenaille, elles ont l'impression d'être observées, épiées. Puis, c'est le silence, plus de photos, plus de notifications. Mais l'angoisse demeure, pesante et étouffante. Elle chuchote et se demande si le gars est parti. Aucune des deux n'ose imaginer qu'il puisse être encore là. Peu de temps après, les filles peuvent voir des phares au loin. Le véhicule roule dans leur direction et s'arrête à quelques mètres de leur camping-car. Elles regardent cette ou ces inconnus depuis le big pare-brise et elles peuvent voir sortir un homme depuis le siège conducteur au volant d'une vieille camionnette. Il comble assez vite la distance entre les deux véhicules et tape à la porte. Au début, Emma et Nami ne savent pas quoi faire. Elles se regardent encore terrorisées de ce qui vient de se passer il y a quelques minutes. Elles parlent très vite et en concluent que ce n'est pas le gars qui leur a envoyé des airdrops bizarres. Elles vont se lever et aller ouvrir la porte du véhicule. L'homme se présente comme étant Jared et leur demande qu'est-ce qu'elles font là au milieu de nulle part. Les filles lui expliquent qu'elles sont tombées en panne et qu'elles ne savent pas qu'est-ce qui a provoqué ça. L'homme leur propose deux solutions. Soit elles peuvent dormir chez lui, soit ils peuvent tous aller chez lui pour prendre les outils nécessaires pour réparer leur camping-car. Elles sont soulagées de voir que cet homme paraît normal et lui disent qu'elles vont choisir la deuxième option, car elles préfèrent dormir dans le camping-car. Jared leur dit qu'il n'y a aucun souci et il leur dit même en rigolant que ça l'arrange aussi, sinon sa femme va l'engueuler. Jared les fait monter dans sa camionnette à l'avant et il les conduit à une maison, loin de la route principale. À leur arrivée, elles réalisent rapidement que quelque chose ne va pas. La maison est assez sombre et remplie d'objets étranges et dérangeants. Jared devient de plus en plus chelou et les filles comprennent qu'elles sont en danger. Et surtout, il y a quelque chose dans le comportement de cet homme qui les met mal à l'aise. Il est vraiment speed et il cherche tout et rien, n'importe où. Il leur dit que les outils sont dans le garage et une fois qu'ils sont dans le garage, il n'y a rien. Alors, il leur dit que non, il s'est trompé. Il sait où sont les outils. Ils sont dans la cave. Il leur fait signe et les filles se regardent et Nami prend les devants en disant qu'elles vont aller dans la cuisine pour prendre un peu d'eau car elles ont trop chaud. Jared accepte et il va à la cave. Nami prend la main d'Emma et lui dit « Viens ». On s'enfuit. Elles sortent rapidement de la maison et se mettent à courir comme des folles. Heureusement, la forêt environnante est dense et dans un autre sens, elles se retrouvent rapidement perdues. Après beaucoup de courses et de cachettes, elles retrouvent le camping-car. Elles rentrent dedans et rien n'a bougé à l'intérieur. Elles se barricadent à l'intérieur mais elles réfléchissent. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? Et s'il revenait pour leur faire du mal? Mais d'un autre côté, est-ce qu'elles sont sûres que le gars est vraiment méchant? Le temps passe et c'est le retour du calme. Normalement, c'est bien d'être au calme, mais là, c'est un silence glacial. Elles ont réussi à s'endormir après un certain temps, quand elles ont été réveillées par le bruit d'une notification. Les deux filles se réveillent en sursaut. Sur le téléphone d'Emma vient d'apparaître un nouveau airdrop. La légende dit « Je suis toujours là ». La photo présente un couteau dans la main d'un homme devant le camping-car. Les filles sont en flip total. Nami va dans la kitchenette et prend les deux plus gros couteaux. Elles se tiennent prêtes à ce que le gars rentre dans le camping-car. Elles sont à cran et les minutes passent encore et encore, jusqu'au moment où arrive le lever du jour.
Épuisée et terrifiée, elle quitte le camping-car, déterminée à trouver de l'aide. Mais à peine ont-elles fait quelques pas qu'elle découvre une nouvelle horreur. Sur le sol, gravé dans la poussière, une tête de mort avec écrit à côté « I will kill you », soit « je vais vous tuer ». Leurs cris percent le silence de la matinée, attirant l'attention d'un automobiliste qui s'arrête pour venir les voir. Elles lui racontent leur nuit cauchemardesque, mais l'homme secoue la tête. Incrédule, il n'y croit pas au début. Mais les filles lui disent de venir voir près du camping-car et effectivement, il peut constater le mot par terre. Après ça, les filles ne cherchent même plus à juste chercher de l'aide pour le camping-car, mais elles veulent de l'aide tout court. Nami a alors demandé à cet homme s'il pouvait lui prêter son téléphone. C'est ce qu'il a fait et elle a alors appelé la police. Un petit temps après, quand même, faut pas déconner, il était tôt le matin, et bien une patrouille de police est arrivée. Et les filles ont dû raconter tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Emma et Nami, malgré leur mésaventure, restent des amis proches, mais ça a nettement freiné les ardeurs d'Emma pour faire des sorties. Bien évidemment, elles ont fait leur déposition, mais l'homme, il était en train de noter avec son petit carnet, et clairement, ça se voyait qu'il s'en foutait. La seule chose d'intéressant qu'il a fait pour elle, c'est de faire intervenir un dépanneur. Leur road trip est devenu une histoire que peu de gens pourraient comprendre. Elles ont appris la valeur de la prudence et la force de l'amitié face à l'adversité. Ça les a encore plus rapprochées. Et en plus de cela, elles ne savent même pas si les deux mecs sont la même personne. Est-ce que le gars qui est venu et qui les a pris dans la camionnette est celui qui leur a envoyé les airdrops? Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur que j'ai kiffé. On va alors maintenant passer au second. Alors, juste avant de commencer ce thread d'horreur, une petite intro, puisqu'en fait je les fais plus en début de vidéo. On va essayer de faire un petit peu ce format. Je vais plus les faire en début de vidéo, en fait pour directement vous immerger dans les vidéos. Voilà, donc sachez que dans cette vidéo, il y aura 6 threads d'horreur. Je vais pas vous prendre plus de temps non plus. On va directement commencer avec ce deuxième thread d'horreur. Thomas a une petite fille qui est heureuse et très belle. Elle a les yeux d'un bleu éclatant qui ont viré au brun foncé à mesure qu'elle a grandi. Ses bouclettes blondes pétillantes qui se redressent et s'assombrissent avec l'âge. C'était un bébé parfait. Calme, endormie, jamais difficile. Et quand elle a grandi, elle a continué cette attitude. À l'âge de 3 ans, elle avait rejoint un jardin d'enfants nommé Miss Blue's Adventures Emporium. Miss Blue a toujours été très gentille avec Reed, sa fille. Elle a dit qu'elle était la meilleure élève de toute l'école qui comprenait seulement 12 enfants. Mais bon, Thomas il pense que Miss Blue elle dit ça à tout le monde, mais c'est pas grave. Et pourtant, il peut pas s'empêcher d'être fier d'elle. Et lorsque sa fille a obtenu son diplôme cette année-là, c'était soi-disant la meilleure élève, puisque sur le mot il y avait effectivement 2 mots dactylographiés, et le dernier il était écrit avec un feutre rose, mais c'était un copier-coller, c'était une photocopie. Chaque enfant en a reçu un, mais Thomas était vraiment fier de sa fille. La petite avait insisté pour que Thomas place son papier sur le réfrigérateur. Et quand il écrit cette histoire, il peut voir son papier et le serre dans la main. Les gribouillis d'arc-en-ciel et de fées ont été remplacés par des cartes de visite et des photos d'école. Jusqu'à sa photo de 4e année, il y avait une fille souriante aux dents de cerf, sans canine intérieure. Elle porte une petite robe tachetée de violet et de rose vif avec des licornes. Toutes les photos étaient dans une pose différente, même s'il n'y en avait que 5. Elle avait un large sourire sur son visage couvert de taches de rousseur. Ses longs cheveux bruns sont toujours bouclés de jeunesse répartis au hasard sur ses épaules. Il se rappelle d'un souvenir, d'une anecdote de cette photo. Il avait essayé de la coiffer, mais le rendu était vraiment pas top. Sa petite avait pleuré un petit peu, mais semblait quand même apprécier la photo. Sa fille lui manque beaucoup. Le jour où elle a commencé à changer, c'était à mi-décembre de sa 4e année. Elle rentrait à la maison en pleurant et elle s'asseyait dans sa robe papillon. Quand son père lui a demandé ce qui se passait autour d'une tasse de chocolat chaud, elle a reniflé et lui a dit que quelqu'un s'est moqué d'elle, car elle n'a pas de maman comme eux. Thomas sent son visage rougir. La mère de Reed l'a à peine tenu dans ses bras le premier jour, avant de s'enfuir avec un autre homme. Une maman imprudente. Eh bien, tu as un papa et tu as un chat. C'est ce qu'il lui a dit. Reed adorait cette petite boule de poils jaunes. Thomas enchaîne alors en disant « Tu as tes jolies robes et ta jolie chambre ». Sa voix se brise à mesure qu'il parle. Rien ne pourra jamais lui faire oublier la perte de sa mère. « Je veux que maman rentre à la maison. Quand elle rentre à la maison, papa, je veux être avec elle. » Elle inspire profondément et elle l'entend siffler entre les interstices de ses dents. « Je veux être normale, moi !» Puis elle s'enfuit dans sa chambre avec l'audace d'un enfant de 9 ans. Thomas place ses doigts sur le sommet de son nez, suppliant quelque chose. N'importe quoi, de laisser sa mère lui envoyer une carte d'anniversaire. Un cadeau de Noël, rien. Quand Reed avait 2 ans, sa mère lui avait envoyé plusieurs cartes pour lui mendier de l'argent. Thomas les a jetées au fond de la poubelle après avoir ouvert la première. Mais elle a continué tous les ans, sauf ces 6 derniers mois, ce qui les amène à aujourd'hui. Aujourd'hui, il a reçu un colis avec un joli nœud enroulé autour de la boîte. Eh bien, ce serait bien s'il n'était pas enroulé autour de la boîte entièrement. Chaque centimètre de la boîte était recouvert de rubans
Thomas a alors ouvert avec hésitation. À l'intérieur se trouve une poupée avec des cheveux courts et sauvagement coupés, un maquillage en désordre inégal et un sourire cruel sur son visage blanc pâle. C'est de la porcelaine et elle était ébréchée à plusieurs endroits. Pas idéal à offrir à une petite fille. Puis il y avait des lettres, beaucoup de lettres, des photos également, de Reed. Capture d'écran de ses rares publications sur Instagram et Facebook coupées pour que Thomas ne soit pas sur les photos. Les photos publiées sur le compte de Thomas sont en public et le visage de sa petite fille était toujours flou pour protéger sa vie privée. Sur les photos où le visage de Reed était flouté, sa mère a essayé de redessiner le visage de sa fille horriblement. Sur le visage reformé, il y avait des larmes et une autre substance liquide, mais ses lèvres semblaient rire d'un rire tellement faux. Sa mère avait ajouté des coupures de ses propres cheveux châtains foncés aux cheveux châtains clairs de Reed, comme pour cacher le fait que Reed avait les mêmes cheveux que Thomas, et cela sur les centaines de photos qu'elle a mises dans la boîte. Le contour de son visage est fait avec un crayon jaune. Ses vêtements ont même changé de couleur à différents moments à l'aide de coupures de magazines. Thomas fait alors la réflexion. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est quoi son délire? Thomas sent alors le haut-le-cœur. Puis, il y a une autre photo où elle se montre. Elle est allongée dans le lit de Reed. Et à côté d'elle, l'horloge indiquait 3h30 du matin. Reed serrait sa mère dans ses bras et elle souriait à la caméra. Elle était réveillée et ravie. La photo datait du 03-09-2017. Reed avait 2 ans lorsque cette photo a été prise. Une toute petite chose, un bébé. Il se sent soulagé et il se précipite vers l'évier. Son ex-petite amie est entrée par effraction chez lui pour être avec sa fille. Il commence à essuyer les larmes. Il y a beaucoup de photos, de plus en plus. Il y a même des photos du temps où Thomas était en couple avec la mère de Reed. Ils étaient en couple et pendant qu'il dormait, elle pointait des couteaux sur lui, des fusils dans certains et une corde. Il y a également une photo où elle sourit alors qu'elle fait semblant de verser de l'eau de javel dans sa bouche ouverte. Elle a également laissé un mot sur cette photo, gribouillé à l'encre noire profonde en écriture hâtive. Sur ce papier est écrit « Je serai bientôt avec toi, ma chérie, où ton horrible et terrible père ne t'emmènera plus jamais. Tu veux vivre avec moi pour toujours. Nous vivrons encore et encore comme des super-héroïnes. Nous ne mourrons jamais, pas comme le fait ton vrai papa. Il n'est pas ton vrai papa. Je sais qui est ton vrai papa. Écris-moi et je pourrai te le dire. Écris-moi que tu veux me voir ce soir. Je t'aime de tout mon cœur. Maman. » Au moment où cette histoire a été écrite, Thomas ne savait pas quoi faire et il demandait de l'aide. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Tommy, un ado comme les autres, vit des expériences vraiment bizarres qui l'ont marqué à jamais. Quand Tommy a environ 15 ans, quelques semaines après avoir perdu son père à cause d'une longue maladie, les médecins découvrent qu'il a une double scoliose. Résultat, il doit se faire opérer. Ça se passe le 17 octobre 1997, c'est le jour de l'opération. Durant cette opération, Thomas vit une expérience étrange. Il ne sait pas vraiment si ça commence pendant l'opération ou au moment où il se réveille. Il se retrouve dans une immense prairie, à ciel ouvert, sauf que le ciel est complètement noir, genre c'est l'espace. Au loin, il voit une barrière blanche, comme dans la petite maison dans la prairie. Et derrière, il y a une silhouette. Il commence à marcher vers elle, mais plus il avance, moins il se rapproche, comme s'il faisait du surplace. Alors il se met à courir longtemps, et là, il commence à reconnaître la silhouette. C'est son père. Son père lui crie alors quelque chose, mais Tommy n'entend rien à cause de la distance. Finalement, il se rapproche assez pour l'entendre dire qu'il est content de le voir, mais qu'ils ne doivent surtout pas se toucher. Sinon, ça pourrait avoir de graves conséquences. Son père lui explique que Tommy se trouve dans une sorte d'entre-deux mondes, un endroit où les âmes en transition attendent de savoir si elles vont vivre ou mourir. Son père lui dit que ce n'est pas encore son heure. Il le repousse doucement et lui dit de se réveiller. À ce moment-là, Tommy se réveille dans sa chambre d'hôpital, 3 jours après l'opération. Les médecins n'ont aucune explication. Il est tombé dans un coma inexplicable et il en est sorti de la même manière. Quelques années plus tard, en 2003, Tommy doit se faire opérer du genou. L'opération se passe bien, mais il fait un rêve étrange. Il voit la belle-mère de son oncle qui a l'air terrifiée. Elle lui demande de dire à sa fille d'arrêter de s'énerver, que ça va la rendre malade. Tommy lui promet de transmettre le message et lui demande pourquoi elle ne le fait pas elle-même. Elle lui répond alors qu'elle ne peut pas. Quand il se réveille, il demande à sa mère de transmettre le message. Là, elle lui apprend que pendant son opération, la belle-mère de son oncle est décédée et que sa fille a fait un AVC. La coïncidence est tellement troublante que Tommy ne sait toujours pas quoi en penser. 5 ans plus tard, Tommy se retrouve en internat dans un centre de formation. Le centre est sur un terrain où il y a un vieux manoir qu'ils appellent le château. Il a servi d'orphelinat pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant sa première année, Tommy dort très mal.
Toutes les nuits, il entend une voix lointaine qui l'appelle, comme si quelqu'un essayait de le réveiller. Ça dure environ 15 jours. Un soir, il se réveille et voit une petite fille devant lui, habillée comme dans les années 1930-1940. Elle est légèrement translucide. Il lui demande son prénom, mais elle parle tellement doucement qu'il ne comprend pas. Elle lui dit qu'elle veut lui parler parce qu'elle le trouve sympa et qu'elle veut le prévenir. Plusieurs entités sont à sa recherche et certaines ne sont pas amicales. Tommy la remercie et lui fait un compliment sur sa robe. La petite fille rougit puis disparaît. Il ne l'a jamais revue et n'a jamais retrouvé son identité dans les archives du centre. Ces expériences aussi étranges que troublantes sont gravées à jamais dans la mémoire de Tommy. Elle lui rappelle que la frontière entre notre monde et celui de l'au-delà est plus fine qu'on ne le pense. Alors est-ce que ces rencontres ont vraiment eu lieu ou est-ce que c'est juste son esprit qui débloque à cause de la douleur et du chagrin? Tommy ne le saura peut-être jamais. Mais une chose est sûre, le monde est plein de mystères, de trucs qu'on ne voit pas, mais qui veillent juste au-delà de notre perception. Peut-être que d'autres ont vécu des trucs similaires, des moments où la réalité semble se fissurer et laisser entrevoir des secrets qu'on n'est pas censé découvrir. Ces histoires, elles hantent Tommy et elles hanteront sûrement aussi ceux qui les écoutent. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire partagée par Tommy. Donc un grand merci à toi de nous avoir partagé tout ça. Et effectivement, il y en a qui seront sceptiques dans les commentaires, hein, je le sais là, c'est pas vrai nanani, et d'autres qui vont y croire. Donc voilà, chacun, il n'y a pas de mauvais côté, vous emballez pas, il n'y a pas de nanani, sinon hop, je vous supprime direct, là je vous clic clac boum. Donc faites pas les petits fifous, parce que sinon ça dégage. Chacun, ou du moins soyez constructif quoi. Je veux bien que vous soyez pas d'accord, mais soyez constructif. Mais encore un grand merci de nous avoir partagé tout ça, et on passe avec la dernière histoire de cette vidéo. À l'époque, Jade a à peu près 16 ans et demi et elle va au lycée dans la ville d'à côté, à environ 30 minutes de bus. Ce jour-là, elle se lève à 6 heures. Elle regarde par la fenêtre, les lampadaires sont allumés comme d'hab, tout est normal. Mais au loin, collé à un buisson, elle remarque un mec habillé tout en noir, cagoulé. Il a clairement rien à faire là. Mais Jade ne s'inquiète pas plus que ça et elle se prépare pour aller à son arrêt de bus. Elle n'ose pas réveiller ni son frère ni sa mère qui dorment profondément. En arrivant près de l'homme, Jade allume son flash de téléphone et lui dit « bonjour », mais il ne répond pas. Puis d'un coup, il se met à courir vers elle. Sous l'effet de l'adrénaline, elle réussit à courir jusqu'à son arrêt de bus à temps. Complètement paniquée, elle appelle son copain d'époque et lui explique qu'un mec en noir cagoulé vient de la poursuivre. Le reste du trajet, Jade est hyper nerveuse. Elle fait même une crise d'angoisse dans le bus, toujours au téléphone avec son copain. Plus tard, elle raconte à sa mère qu'un type traîne bizarrement le matin. Depuis cet événement, Jade ne sort plus sans son gadget anti-agression et elle a développé une vraie peur de sortir seule, que ça soit dans des lieux publics ou isolés. Elle n'a pas appelé la police parce qu'elle n'avait aucune info sur l'identité du gars et à ce moment-là, il n'y avait pas de caméra dans la rue. Après ça, sa mère ou son frère l'accompagnent chaque matin à l'arrêt de bus et viennent la chercher le soir. Heureusement, rien de ce genre ne s'est reproduit depuis. Alors déjà, merci à toi de nous avoir partagé cette histoire. Elle va vite. Elle est claire, nette et précise. Le mec, 6h du matin, il a juste envie de... On sait pas. Je vais pas dire les termes, on sait pas. Mais très chelou. Prochaine histoire. Maintenant, les 4 prochaines histoires que je vais te raconter sont des histoires abonnées. Allez, on commence direct. Quand Alice est petite, elle est super timide et angoissée par tout. Du coup, quand elle change d'école pour essayer de se socialiser, elle décide d'intégrer un groupe de théâtre. Ça se passe pendant les pauses de midi et ils sont une dizaine d'élèves de son âge. Elle doit être en CE1 à l'époque. Le groupe est géré par un animateur et tout se passe plutôt bien. Plus tard, Alice change de classe et déménage, donc elle ne fait plus partie du groupe de théâtre. La suite de l'histoire arrive quand elle est en première. Pour le lycée, elle retourne dans la ville où elle avait été en primaire. Un jour, en sortant du lycée, elle passe toute seule par la gare de la ville. C'est là qu'un homme l'arrête pour lui parler et elle le reconnaît tout de suite. C'est l'animateur du groupe de théâtre. Lui, par contre, ne la reconnaît sûrement pas. Mais Alice, si, il n'a pas changé. Et surtout, il a un visage super atypique. Donc, aucune chance qu'elle se trompe. Il a la même façon de parler et de se tenir. Alice, comme elle est toujours aussi timide, ne s'étonne pas qu'il ne se souvienne pas d'elle. En plus, elle a pas mal changé physiquement. Elle fait semblant de ne pas le reconnaître parce qu'elle n'a pas vraiment envie de parler avec lui trop longtemps. Surtout qu'elle est un peu pressée. Le gars se présente à elle en lui disant qu'il est nouveau dans la ville et qu'il lui demande ce qu'elle en pense. Sauf qu'Alice sait très bien que c'est faux, puisqu'elle l'a connu avant. Pour ne pas être impolie, elle lui répond quand même, tout en lui faisant comprendre qu'elle doit partir. Mais juste avant qu'elle parte, il lui demande son numéro de téléphone, soi-disant pour qu'elle puisse lui faire visiter la ville. Là, Alice trouve ça carrément bizarre. Le mec a au moins 35 ans et il essaye de prendre le numéro d'une fille qui n'est même pas majeure.
en lui mentant de cette façon. Le pire, c'est qu'il a bossé dans l'éducation. Du coup, Alice lui dit non direct et elle part sans lui accorder un seul regard. Elle se demande toujours si elle se fait des films ou si c'est vraiment lui qui est bizarre. En tout cas, cette histoire reste gravée dans sa tête même si ça fait plus d'1 an que c'est arrivé. Alors déjà dans un premier temps, merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. Si on a d'autres qui veulent partager leur histoire, eh bien ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Et effectivement, le gars, il a mytho. Voilà, il faut se le dire. Et il est dans l'éducation nationale et il est... c'est un... Tu vois le mot. Faut pas dire le truc. Voilà, pas d'autre conclusion. Dégueulasse comme mec. Allez, prochain thread d'horreur. Lina a 16 ans et habite dans un petit village tranquille dans l'est de la France, un endroit où il n'arrive jamais rien de grave. Pas d'histoire de kidnapping ou autre, c'est vraiment le genre d'endroit où tout le monde vit paisiblement. Depuis 2 semaines, elle s'est mise à la course à pied pour se maintenir en forme. Vu la chaleur, elle préfère courir tôt le matin vers 9h ou le soir entre 20 et 21h. Ce soir-là, le 15 juillet, il fait lourd et orageux, donc elle décide de partir courir vers 20h pour éviter de se prendre la pluie. Elle commence tranquillement à courir, son objectif étant de faire environ 3 à 4 km en 20 minutes, vu qu'elle est débutante. Elle traverse le centre-ville de son village avant de prendre une petite route isolée qui longe la voie ferrée, entourée d'arbres et de forêts. Tout se passe bien au début, elle passe le premier kilomètre, mais soudain, elle commence à avoir du mal à respirer. Elle met ça sur le compte de la chaleur et du temps orageux qui arrive. En continuant, elle aperçoit une voiture qui roule dans sa direction. Pas de quoi s'inquiéter, c'est calme par ici, et c'est normal de croiser des voitures. Mais par précaution, Lina se met sur le côté, vu que la route est étroite histoire d'être en sécurité. Sauf que la voiture, en arrivant près d'elle, commence à freiner et à se décaler un peu trop dans sa direction. Si elle ne s'était pas écartée à temps, elle aurait pu se faire renverser. À ce moment-là, elle porte ses écouteurs. Vu la situation bizarre, elle décide de les enlever pour être plus attentive. Elle commence à se méfier, surtout après avoir vu pas mal d'histoires d'horreur. Quand elle se retourne, elle remarque que la voiture s'est arrêtée un peu plus loin, phare allumé. Et là, elle voit clairement l'homme au volant qui l'observe à travers son rétroviseur. Lina panique, elle ne sait pas quoi faire, alors elle appelle son copain. Pendant qu'elle lui parle au téléphone, elle décide de se cacher derrière des arbres, tout en gardant un œil sur la voiture. Elle est planquée, mais elle peut toujours voir ce qui se passe. Après quelques minutes à observer les environs, l'homme dans la voiture finit par repartir et disparaît. Voilà ce qui lui est arrivé, une histoire flippante et Lina est bien contente que ça se soit terminé sans problème. Depuis, elle conseille à tout le monde de faire attention quand on court, surtout dans des endroits isolés. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire de notre abonné. J'espère que vous l'avez aimé et un grand merci à toi de nous l'avoir partagé. Si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.